bonjour tout le monde. Voilà, on est bien heureux de démarrer ce webinaire pour présenter le document que vous avez reçu, me semble-t-il, retraçant la recherche-action qui s'est menée au Togo et au Bénin au cours de l'année précédente scolaire. Voilà, euh, cette recherche-action a été menée avec trois inspecteurs qui vont bientôt nous rejoindre. Donc là, nous avons déjà Monsieur Émile Ounbela du Togo, qui est inspecteur de français, du Bénin, excusez-moi, qui est inspecteur de français au Bénin, qui a travaillé avec son collègue, Monsieur Agbogla Kodjo, également inspecteur de français au Bénin, et également Monsieur Louis Dogbé, inspecteur de français au Togo. Alors pour nous, c'est un plaisir de vous retrouver parce que on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble dans les activités du GTE5 avec vos pays concernant le secondaire. Et donc là, ça termine ce que nous avions fait précédemment. La recherche action menée au Bénin que nous allons vous présenter a ciblé donc tout le temps le domaine de l'apprentissage de la lecture, enfin la poursuite de l'apprentissage de la lecture, surtout la compréhension de la lecture au collège, en particulier les classes de 5e, 4e et 3e. Donc, je vais vous partager, nous avons préparé un PowerPoint qui va appuyer nos présentations et donc je vais vous présenter pour l'instant le déroulement de cette matinée. Voilà, le programme de la rencontre. Donc, bon, là, c'est la présentation du programme. Et puis ensuite, Gérard Vignier interviendra pour nous présenter les fondements de cette recherche-action, notamment sur la partie lecture au collège. Ensuite, je vous présenterai les différentes étapes de cette recherche-action qui a été menée l'année dernière, tout ce que nous avons élaboré et construit avec l'équipe que je viens de présenter. Ensuite, il y aura un détail des évaluations, des résultats aux évaluations dans le domaine de la lecture par niveau de classe. Donc, la présentation du travail en 5e, à la fois le test, le guide administrateur pour les enseignants et les résultats obtenus par les élèves présentés par Gérard Vignier. La même chose pour la classe de 4e présentée par Jean-Émile Gombert, qui poursuivra aussi avec la présentation de ce qui s'est passé pour la classe de 3e. Ensuite, on abordera la partie remédiation pour l'ensemble des trois niveaux de classe. Et je ferai cette intervention. Et ensuite, il y aura le témoignage de nos trois inspecteurs de français impliqués dans la recherche-action. Et ce temps sera animé par Jean-Émile Gombert. Ensuite, vous aurez un temps, bien sûr, de questions-réponses par rapport à l'ensemble de cette présentation. Et il y aura un mot de clôture par Gérard Vignier vers 13 heures lorsque nous aurons terminé la matinée. Voilà, bah, écoute, Gérard, je te passe la parole. Bien, écoutez, un grand merci pour cette présentation et puis pour le travail qui a été entrepris, qui remonte maintenant à plus de 2 ans, si mes souvenirs sont exacts, mais ils ne sont pas forcément toujours. Euh, L'idée était la suivante, si vous voulez, je suis associé au programme du GTE5 depuis quelques années et j'ai pu voir avec beaucoup d'admiration le travail entrepris sur l'évaluation, sur le travail lecture et médiation dans le primaire. J'ai trouvé ça très excellemment construit, très bien piloté, riche d'informations pour les enseignants, les inspecteurs. Et moi-même, si vous voulez, j'ai commencé ma carrière dans le premier degré, puis après, je l'ai poursuivi dans le secondaire. Et quand j'ai vu ce travail, je me suis dit, avec une petite pointe de jalousie, mais pourquoi ne pourrait-on pas faire ce travail-là dans le secondaire aussi? Sous une autre forme peut-être, mais je pense que le secondaire aussi, le français dans le secondaire, a besoin d'une approche de la lecture qui soit construite en fonction des particularités et des différences
liées à les pédagogies propres dans le collège. Euh, donc, aux origines de ce projet, il y a un constat, l'absence d'un outil d'évaluation portant sur les compétences en lecture au collège. Le premier degré dispose d'outils nombreux au travers des gras, les outils La Confémène, les outils élaborés au niveau de chaque pays et ceux mis en place récemment dans le cadre des actions engagées par le GTE 5. Mais rien en ce qui concerne l'évaluation en lecture portant sur les compétences engagées dans l'enseignement secondaire. Alors, ces choses se comprennent aisément, je ne veux pas les critiquer, hein. Nous savons tous que l'enseignement primaire, par son universalité, constitue le socle de tous les apprentissages ultérieurs et que les élèves qui passent dans l'enseignement secondaire disposent d'un minimum de compétences lectorales en la matière. Mais l'enseignement secondaire ne s'enferme pas non plus dans une approche figée des apprentissages. À chacun des niveaux du collège, les textes proposés en lecture gagnent en complexité dans leur construction propre, dans le répertoire lexical mobilisé, dans la nature des mondes représentés et dans la longueur même des textes. Donc des savoir-faire spécifiques sont ainsi mobilisés qui se situent, je dirais, bien au-delà des limites posées en fin d'école primaire. C'est-à-dire, au fond, je plaide pour que l'on réfléchisse aux singularités, l'originalité de l'apprentissage de la lecture dans le secondaire. Alors, les problèmes de compréhension de texte dans la suite de la scolarité au collège peuvent subsister, au-delà de ce qui a été engagé à partir de l'entrée en sixième. Euh, Si bien que entrer dans un texte va demander que le lecteur élève soit capable d'avancer dans la matière graphique et linguistique, qu'il puisse discerner les lignes de force qui organisent le sens du texte, et donc autant de savoir-faire qui dépendent non seulement des propriétés du texte, mais des compétences du lecteur. Et nous avons là, voilà, nous sommes ici dans le savoir-lire. Et ce savoir-lire, si vous voulez, il y a deux dimensions à prendre en considération. La compréhension côté lecteur, ses attentes, ses compétences, ses connaissances et son expérience antérieure de lecteur. Il y a toute cette dimension-là qu'il faut prendre en considération. Et nous savons que les attentes d'un élève de 13 ans, 14 ans, 15 ans ne sont pas celles d'un élève de 8 ans, que ses compétences ont évolué, mais de quelle manière? Ses connaissances aussi. L'élève à 14, 15 ans a une autre connaissance du monde qui va lui permettre peut-être d'avancer différemment dans son texte. Et donc, son expérience de lecteur va pouvoir jouer de manière plus positive dans ses apprentissages. Côté texte, il faut s'interroger sur la lisibilité, les propriétés du texte, sa thématique, son genre, sa longueur, le lexique et l'organisation des phrases. C'est-à-dire, vous voyez, il y a ces deux aspects à prendre en considération et la lisibilité côté texte. Alors la compréhension côté lecteur, c'est-à-dire côté élève, nous a mieux connaître ses attentes, ses compétences, ses connaissances et son expérience antérieure de lecteur. C'est-à-dire qu'un élève de 12 ans, 13 ans, 14 ans n'a pas un niveau de compréhension un niveau de compréhension différent de celui qui prévalait pour un élève de l'école primaire à 8, à 7 ans ou à 8 ans. D'autre part, la lisibilité côté texte, il faut s'interroger à la fois sur les propriétés du texte, sa thématique, son genre, sa longueur, sur le lexique mobilisé et sur l'organisation des phrases. Et on revient un peu en arrière. Merci, voilà. Et côté propriété du texte, effectivement, c'est sur quoi nous allons particulièrement travailler. Nous avons essayé de travailler. Sa thématique, c'est-à-dire de quoi parle le texte? Est-ce que c'est son genre? Est-ce que c'est un conte? Est-ce qu'une légende, un roman, des souvenirs d'enfance? Est-ce que c'est un texte documentaire? Sur la longueur du texte et sur le lexique mobilisé, qui va être un lexique plus diversifié, plus riche, et sur l'organisation des phrases dans leur plus ou moins grande longueur. Voilà un petit peu toute la problématique de du perfectionnement en lecture dans l'enseignement secondaire sur lequel nous voulions travailler. Alors, si nous passons à la- à la- voilà. Donc à partir de là, nous nous sommes appuyés, j'ai rédigé une note, si vous voulez, euh, qui concerne un petit peu
tous les travaux qui ont pu être conduits sur un petit peu les textes et l'organisation des textes. Ceci remonte à peu près aux années 70-90 et de très nombreux travaux donc, qui ont concerné ce qu'on appelle aujourd'hui la typologie des textes, texte narratif, descriptif, argumentatif, dialogique, texte d'action. Hein, je tiens bien cette distinction qui est opérée entre ces différents types de textes. Et quand je parle de type de texte, je parle d'une ossature générale. Je ne parle pas des genres, c'est autre chose. Le type de texte, c'est-à-dire on part du principe qu'un texte narratif, tous les textes narratifs ont une organisation partagée, que les textes descriptifs s'organisent de la même manière aussi, les textes argumentatifs, etc., etc. Donc l'idée, c'est que il faudrait que les élèves puissent assez rapidement et déjà en s'appuyant sur l'expérience de lecteur au primaire, il faudrait que les élèves déjà aient cette capacité à repérer l'ossature des textes en fonction de leur type. Cela permettra d'avancer plus aisément. Et l'autre point qui nous intéresse, bien sûr, c'est tout ce qui relève des genres, c'est-à-dire contes, légendes, romans, mémoires, théâtre, poésie et textes documentaires. C'est-à-dire que un texte proposé à la lecture des élèves, c'est à la fois la combinaison d'un type et d'un genre. Et donc, quand je parle d'un genre, vous voyez bien comme moi que les contes ont une organisation générale, ont une relation au lecteur particulière, qui n'est pas celle d'un roman qui se veut réaliste, qui n'est pas celle des mémoires d'un auteur quelconque ou d'une pièce de théâtre. Et donc, il appartient dans ce cas-là aux professeurs, si vous voulez, de progressivement sensibiliser ses élèves à ces deux dimensions de la lecture en avançant de texte en texte tout au long de l'année. Alors ces travaux, je vous les présenterai peut-être sous forme ultérieurement peut-être d'une bibliographie pour vous situer un petit peu les auteurs qui ont travaillé là-dessus et sur ces typologies. Alors aujourd'hui, ces choses-là sont, je dirais, relativement connu, relativement répandu, si vous voulez. Mais ce que l'on peut constater souvent, c'est que ou bien les manuels travaillent trop sur les types de textes, mais pas assez sur leurs caractéristiques, comment dirais-je, sur ce qu'on appelle la notion générique. C'est-à-dire que, comment dirais-je, La Fontaine n'écrit pas de la même manière que Émile Zola, par exemple, parce qu'ils sont dans des genres extraordinairement différents et des époques tout à fait différentes. Donc, il y a là une dimension, si vous voulez, culturelle qu'il est important de faire. Il est important que les élèves puissent en prendre particulièrement consciente. Donc, l'intérêt de telles recherches a été de concevoir le texte non pas comme une succession aléatoire de phrases qui pourrait donner lieu qu'à un commentaire assez vague, ce qu'on appelait autrefois l'explication de texte, mais comme un dispositif organisé selon différents ordres de contraintes. Le rôle de l'enseignant étant d'apprendre progressivement à ses élèves à repérer et interpréter ces différents dispositifs d'organisation. Euh, un texte, en effet, ça n'est ni un sac de mots, ni un rassemblement aléatoire de phrases. Je crois que c'est un petit peu ces choses-là qu'il faut voir. Ce n'est pas un sac de mots, c'est-à-dire que la distribution du lexique dans le texte est liée à sa thématique, est liée au genre, est liée à l'évolution du texte depuis le début jusqu'à la fin. Et en même temps, l'organisation les phrases dans leur succession, nous allons le voir, les phrases dans leur succession elles-mêmes répondent à un projet, c'est-à-dire celui de faire partager par le lecteur une certaine représentation du monde, un certain événement, par exemple. Alors si on passe à la diapo suivante, voilà. Donc, nous sommes là dans un domaine que l'on a appelé à une époque, ce qu'on appelait les grammaires textuelles. C'est un terme un peu, à la fois un peu ambigu, il faut s'en méfier parce que une grammaire de phrase, c'est une chose relativement bien construite. Une grammaire textuelle, c'est quelque chose d'un peu plus flou. Mais c'est toujours intéressant de se dire que, et c'est bon pour les professeurs, je crois, de leur dire que un texte a une construction propre et qu'il est possible de la mettre en évidence. Avec à mon avis, quatre dimensions qui peuvent nous intéresser. Nous allons considérer que chaque phrase reprend des éléments déjà énoncés, c'est-à-dire que dans un texte, euh, quand on propose aux élèves de lire la phrase suivante, forcément, dans la phrase suivante, il y a des éléments qui font référence à un déjà dit.
Je veux dire que si une phrase apporte uniquement des éléments nouveaux sans référence à ce qui a déjà été dit, cette phrase n'a rien à voir avec le texte. Donc il y a bien l'idée que de phrase en phrase, il y a une continuité d'éléments d'information, d'éléments déjà énoncés, et qu'il est très important de sensibiliser les élèves au repérage de ces éléments déjà énoncés. Alors la question que nous allons nous poser, c'est savoir, mais quelles sont les formes de la langue qui portent ces éléments déjà énoncés? Autre dimension, chaque phrase apporte des éléments nouveaux d'information. Si en effet une phrase se contentait de reprendre ce qui a déjà été dit sans apporter d'autres éléments d'information, cette phrase-là serait dépourvue du total intérêt. Donc il y a dans une phrase deux dimensions, un déjà dit et quelque chose qui est en train d'être dit, quelque chose de nouveau. Et donc, il faut chaque fois, de phrase en phrase, que les élèves voient ce que ces éléments nouveaux apportent du point de vue sens par rapport au texte. D'autre part, autre point, la position du sujet énonciateur, c'est-à-dire celui qui écrit le texte, enfin celui qui parle le texte. Le sujet énonciateur peut s'adresser directement au lecteur, cela arrive. Vous avez des textes dans lesquels l'auteur du texte s'adresse au lecteur, lui disant, je vous rappelle, j'attire votre attention sur le fait que, etc., etc. Hein, donc il y a la volonté du sujet énonciateur d'être présent dans le texte et de s'adresser au lecteur. Il est important que les élèves perçoivent cette présence du sujet énonciateur et s'intéressent sur le fait qu'est-ce que cela signifie. Est-ce que ça veut dire que l'énonciateur veut mieux contrôler la lecture de son texte, ce qui est souvent possible, donc le repérer et l'interpréter. Ou bien, dernier point, le sujet énonciateur qui reste en retrait, c'est-à-dire qui, lui, n'est pas là, n'est pas dans son texte, si vous voulez. Il représente le monde, il représente un événement, il représente une anecdote, par exemple, et il n'apparaît pas directement dans son texte, mais en fait, il l'a construit. Donc, il faudra que les élèves s'interrogent aussi sur un petit peu ce positionnement relatif du sujet énonciateur dans son texte. On le voyait un petit peu, pourquoi lire un texte, c'est complexe. C'est complexe parce que à chaque phrase que je lis, je dois me dire, voyons, ça fait référence à ce qui a déjà été dit. Et puis il y a d'autres éléments qui apparaissent, lesquels, qu'est-ce que ça m'apporte de nouveau par rapport aux phrases précédentes? Euh, Et enfin, ce sujet énonciateur, quelle est sa place dans ce qu'il veut me dire? Quelle est sa façon de s'adresser à moi? Alors, vous voyez, toutes ces raisons font que font que lire est beaucoup plus difficile qu'on pourrait le penser a priori. Alors, quand nous parlons de grammaire textuelle, vous voyez, c'est un peu métaphorique, mais ça veut dire que, quelque part, on présuppose que de phrase en phrase, il y a une continuité de construction, une continuité d'informations qui sont apportées par des formes de la langue sur lesquelles il est important de s'interroger. Alors nous avions établi rapidement une liste des composantes qui pouvaient faire l'objet d'une évaluation. Nous avons considéré que les pronoms personnels jouent un rôle important dans ce domaine-là. Vous voyez, par exemple, si je prends un exemple comme la petite fille se présentait à l'entrée de l'école, mais elle n'osait pas entrer en classe. Vous voyez, entre le elle et la petite fille. Mon oncle me prenait par la main, mais nous marchions lentement. Le nous, c'est mon oncle et moi. Nadia attendait patiemment que sa fille soit en âge de se marier car il la regardait. Quand il la regardait, il pensait au sac d'or. Donc, vous voyez, il la regardait, fait référence à Nadia et à sa fille. Et donc, vous voyez un petit peu en quoi les pronoms personnels sont un outillage qui se révèle particulièrement productif dans ce rôle de reprise et qu'ils doivent être bien connus des élèves dans leurs différentes fonctions de sujet ou de complément et dans leur positionnement respectif. Vous voyez, il nous le dit, le lui demanda, par exemple, sont des formes de distribution d'informations qu'il est important pour les élèves de bien reconnaître. D'autres procédés, nous avons des éléments de lexique, à visée plus générale. Par exemple, Gatso et son ami explorent l'île. Soudain, les deux enfants entendirent un bruit. Alors, vous voyez, les deux enfants reprend Gatso et son ami. Et de la sorte, tout au long du livre, par exemple, je pense ici au livre d'Henri Bosco, L'enfant et la rivière, il est évident qu'il y aura toute une série d'éléments de reprise par un lexique très diversifié. Il y a aussi les extensions du nom.
c'est-à-dire tout ce qui, sur un élément d'information apporté au texte, sont des éléments d'information complémentaires. Par exemple, les toits des maisons ont été emportés. Les voitures qui stationnaient dans la rue ont été emportées par le flot. Donc, vous voyez, il y a encore là aussi des éléments d'expansion du nom que les élèves doivent situer par rapport à l'élément d'ancrage premier que sont les toits ou la voiture. La ponctuation aussi, qui joue un rôle important dans la répartition de l'information dans le texte. Dans une énumération, la virgule permet de distinguer les éléments de l'énumération. Elle peut situer aussi l'énumération, la ponctuation des éléments déplacés en tête de phrase. Annoncé à grands coups de klaxon, virgule, l'autocar arriva sur la place du village. Fatigués par cette longue marche, virgule, ils décidèrent de s'arrêter au bord de la rivière. Vous voyez que la ponctuation, c'est pas simplement une élégance de l'écriture, c'est une nécessité dans la répartition de l'information pour le lecteur. Nous avons les temps des verbes, l'alternance imparfait passé simple, que tout le monde connaît bien dans les livres, dans les leçons de grammaire, mais qui permettent de situer l'action dans le cadre général à l'imparfait et dans le passé simple qui va nous engager dans l'action proprement dite. Et enfin, les types de phrases, phrases interrogatives, phrases exclamatives, etc. Et enfin, les modalisations, c'est-à-dire que il faudra que les élèves arrivent assez rapidement à être sensibles à cet aspect. euh, Par exemple, dans des expressions quand il semble que le temps va changer, il a peut-être oublié de téléphoner, peut-être, probablement. Il y a dans la modalisation la volonté de marquer une différence entre ce qui est certain et ce qui l'est moins. Et là encore, il est important que les élèves soient sensibilisés à ces choses-là. Et donc, si je termine la suite, la diapo précédente, alors à partir de là, nous avons tenté de, 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 de distinguer cinquième, quatrième, troisième, d'organiser des exercices qui permettraient de travailler sur ces éléments caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler une grammaire du texte. En cinquième, la relation sujet-verbe, la ponctuation, les éléments de reprise, le nombre de personnages ou d'objets dont on parle, les expansions du nom, les inférences, la continuité de l'information de phrase en phrase, les éléments de reprise, les pronoms personnels, l'énumération, la continuité du texte et l'expression du lieu, par exemple. Donc, c'est-à-dire que vous voyez que là, on essaie de faire travailler les élèves sur des outils linguistiques qui sont assez aisés à repérer, parce qu'ils portent sur des éléments qu'ils connaissent déjà, mais qui ont une fonction dans la présentation de l'information et de la mise en continuité de cette information. En quatrième et troisième, en revanche, les choses évoluent. Alors, on continue à travailler sur les inférences, c'est-à-dire que les inférences dans un texte, tout n'est pas dit explicitement, il faut que le lecteur infère de ce qui est dit quelle est l'information importante. Euh, Par exemple, dans un texte de Marcel Pagnol, que nous reverrons peut-être tout à l'heure, bon, un monstre s'attaqua sur... un monstre vint à ma rencontre et m'attaqua avec des cris horribles. Et on s'aperçoit à la fin que ce monstre-là est un chien, tout simplement. Mais il faut inférer tout cela. Donc, l'ordre de la phrase, l'énumération, les temps du passé, les éléments de reprise, l'énonciation, présence ou non du sujet énonciateur, la comparaison, les éléments de caractérisation, etc., etc. Donc, vous voyez que en classe de quatrième, comme après en troisième, on commence à passer vers des choses un petit peu plus complexes et qui portent sur, en troisième, la présence du sujet énonciateur dans le texte, sur l'énumération, l'ellipse, sur les figures de style, sur les modalisations, certitude et doute, sur les paraphrases, sur l'adresse au lecteur et aussi sur les genres du texte, texte documentaire et texte de vulgarisation, sur le point de vue de l'énonciateur et sur les inférences. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que on ne va pas travailler sur le repérage d'éléments de texte euh, qu'il faudrait énoncer le plus simplement possible, mais essayer on va proposer aux élèves, on va le voir dans les exercices proposés, on va proposer aux élèves des segments de texte et on va leur demander de les repérer dans l'idée que ces segments de texte servent à
organiser le sens et organiser la continuité du sens dans le texte. Voilà un petit peu le principe général qui prévalait pour cette recherche-action sur ce qu'on pourrait appeler les grammaires de texte et la lecture dans l'enseignement secondaire. Donc, vous voyez ce que je veux dire, si on compare ce projet d'évaluation par rapport à ce qui est ordinairement proposé dans les projets d'évaluation pour le premier degré, vous voyez qu'on essaie de faire bouger un peu les lignes, c'est-à-dire d'aller vers des formes d'évaluation qui portent sur des éléments plus complexes d'organisation du sens dans le texte parce que nous sommes dans l'enseignement secondaire. Et je rappelle pour terminer que nous avons procédé à une enquête de lecture au collège auprès de nos collègues inspecteurs pour connaître le nombre de textes de lecture proposés chaque année. Ils nous disent en moyenne 20. La longueur moyenne des textes proposés entre 10 et 20 lignes en sixième et cinquième, au-delà 25-30 lignes. Le nombre de séances de lecture pour un texte en général, 2 séances pour la lecture d'un texte. L'origine des textes en général, ce sont plutôt des textes photocopiés. Le choix est souvent le fait du professeur. Les notes prises par les élèves spontanément sur la dictée du professeur, on considère qu'en général, les prises de notes spontanées sont rares, que c'est le professeur qui demande aux élèves qui leur dicte des éléments de conclusion à apporter dans leur cahier. Sur l'origine des textes, dans l'ensemble des textes qui font référence à l'expérience de vie des élèves, c'est ce qu'on appelle les mondes représentés. C'est-à-dire que si on présente aux élèves des mondes représentés pour lesquels ils n'ont aucune information particulière, ils ne comprendront pas le texte, même si le texte est écrit en français facile. Donc il est clair que entre le monde représenté dans le texte et les connaissances des élèves, il faut qu'il y ait une parenté. Les origines des textes sont toujours indiquées, généralement, des textes qui sont pour l'essentiel des textes d'auteurs africains, ce qui se comprend. Certains textes ne disposent pas de titres, euh, et il ne semble pas toujours que le titre soit exploité pour bâtir une hypothèse de lecture, ce qui est un petit peu regrettable. Et enfin, il semble que les illustrations, quand il y en a, ne sont pas toujours exploitées comme mode d'accompagnement de l'accès au sens des élèves. Et sur un plan culturel, nos collègues nous ont dit que les contes, les légendes et fables sont présents en sixième, cinquième. Le théâtre et la poésie sont moins représentés et plutôt en classe de troisième. Voilà un petit peu pour ce premier parcours sur ce qu'on pourrait appeler cette assise théorique qui était la nôtre sur la lecture au collège. Donc nous allons par la suite passer à à l'étude des exercices proposés. Mais voyez un petit peu en quoi cette approche se veut un petit peu différente des approches qui prévalent dans l'enseignement primaire. Nous voulons voir en quoi, si vous voulez, il faut que le secondaire progressivement dispose d'un outillage d'approche du texte et d'évaluation qui lui s'apprend. Voilà, je vous remercie pour cet aspect-là. Donc, pour rentrer concrètement dans le mécanisme de la recherche-action que nous avons réalisée au Togo et au Bénin, je vais vous présenter les étapes qui ont jalonné l'année scolaire dernière dans l'ordre chronologique, dans leur ordre chronologique. Donc, il y a eu donc une enquête préliminaire sur la place de la lecture dans l'enseignement du français au Togo et au Bénin. C'est ce que vient de vous présenter Gérard à l'instant, hein. Nous avons eu des informations grâce à nos trois collègues présents aujourd'hui, Monsieur Oulena, Dogbé et puis Abogla, euh, sur le nombre de textes lus dans une année scolaire, le nombre de séances, l'origine des textes. Et en fait, cette pré-enquête a permis de mieux cerner l'environnement d'apprentissage avant de produire les tests d'évaluation. Ensuite, nous avons élaboré en équipe, les inspecteurs impliqués et les membres du GTE5, nous avons élaboré des tests
à destination des élèves. Donc, un test de lecture cinquième, un pour la quatrième et un pour la troisième, accompagné de guides pour les enseignants pour administrer ces tests. Donc, ces tests étaient centrés sur les éléments linguistiques qu'a énuméré Gérard Vignier à l'instant, selon la progression expliquée précédemment. Et donc, pour chaque domaine linguistique évalué, des textes ont été choisis, ces textes provenant d'un corpus déjà en usage au Togo et au Bénin. On a mutualisé nos ressources pour construire ces documents d'évaluation. Donc, les élèves avaient des petits textes à lire et des questions étaient posées. Et puis, ces exercices étaient notés et ils faisaient aussi l'objet d'une appréciation en termes de A, acquis, en cours d'acquisition, ECA ou NA, non acquis. Donc, on avait également établi un barème d'appréciation pour pouvoir euh, faire une synthèse des résultats obtenus par les élèves. Donc, tous ces domaines linguistiques ont été évalués avec cette progression-là, allant de la cinquième à la troisième. Euh, voilà. Parallèlement, nos trois collègues, donc deux inspecteurs au Bénin et un inspecteur au Togo, ont identifié des collèges à raison de deux collèges en zone rurale ou semi-rurale et deux en zone urbaine dans leur zone d'intervention. Donc, au total, 2431 élèves ont été évalués dans les 12 établissements ciblés. Et donc là, vous avez un tableau récapitulant le nombre d'élèves par niveau de classe. Voilà, donc on a eu 835 élèves en cinquième au total, 808 en quatrième et 788 en troisième. Donc 2431 élèves évalués. En janvier 2025, les enseignants de ces 12 établissements ont été regroupés par nos collègues et ça a été l'occasion, ces regroupements, de présenter les tests d'évaluation que nous avions élaborés et les guides d'administration et aussi de diffuser un fichier Excel à renseigner par les enseignants mobilisés pour traiter les résultats obtenus par les élèves. En février, les évaluations ont été administrées dans les classes, donc dans les 36 classes, les 12 collèges, et les professeurs ont complété le fichier Excel avec les résultats obtenus par les élèves. En mars, une analyse statistique a été menée pour analyser les résultats des élèves avec la compilation des fichiers Excel. Cette analyse a été réalisée par Maryse Bianco, membre du GTE5. Et au cours de cette analyse, le groupe de pilotage a identifié 2 ou 3 domaines à renforcer prioritairement pour chaque niveau de classe euh, parce que au regard des résultats obtenus et aussi au niveau des attentes liées au programme scolaire. À partir de là, en fonction de ces domaines chutés, nous avons réfléchi à des outils pouvant servir pour renforcer les domaines qui paraissaient prioritaires à être renforcés. Et nous avons élaboré des corpus de textes ciblant les domaines linguistiques les plus chutés afin de pouvoir réaliser des remédiations en classe.
Parce que vous avez bien compris que notre démarche se centre pour accompagner, enfin, pour renforcer la compréhension des textes euh, chez les élèves, à cibler vraiment les domaines linguistiques qui leur posent difficulté. On n'a pas travaillé au niveau des stratégies de lecture à véritablement parler, mais on a ciblé des remédiations permettant de retravailler des domaines linguistiques à renforcer afin qu'ils puissent être euh, mobilisés ensuite dans des textes plus longs lus ordinairement dans les classes. Donc, nous avons élaboré ces corpus de textes. Puis en avril 2025, il y a eu un deuxième regroupement des 36 enseignants mobilisés. Donc, les résultats obtenus par les élèves ont été présentés. Ils ont été présentés à la fois au niveau des résultats globaux, mais également pour chaque zone et chaque établissement. Les corpus de textes que nous avions préparés pour les remédiations ont été analysés par les enseignants. Et donc, nous avons proposé des corpus de textes dans lesquels n'apparaissaient pas les consignes. Et donc, ces regroupements ont été l'occasion pour les enseignants de formuler des consignes adaptées à chaque type de texte, ciblant le domaine linguistique visé. Et puis, ces regroupements ont également permis d'échanger sur les modalités pour mettre en place les remédiations dans la classe. Alors, c'est vrai que on commençait à se situer en fin d'année, donc les remédiations ont pu être mises en place dans les classes que fin avril et en mai. Et elles ont euh, permis également un suivi des inspecteurs pour se rendre compte de la réalité de leur mise en place. Et donc, nous leur donnerons la parole tout à l'heure. Ils nous feront part de ce qu'ils ont pu observer dans les classes sur la mise en place de ces remédiations dans les classes. Voilà en gros les étapes qui ont jalonné la recherche-action l'année dernière et ensuite qui a fait l'objet du document que vous avez eu avec l'invitation à ce webinaire. Voilà. Donc, avant de présenter les résultats, est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on continue à dérouler? N'hésitez pas à prendre la parole. Donc, je continue. Gérard, je te repasse la parole pour présenter les résultats obtenus au test de cinquième. Oui. Oui, bien, donc je passe à la suite, à la présentation des résultats du guide administrateur et des résultats obtenus par les élèves. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante? Donc nous avions au total 12 exercices, hein. Exercice 1, la relation sujet-verbe. Exercice 2, la relation sujet-verbe encore. Exercice 3, la ponctuation. Exercice 4, les éléments de reprise. Exercice 5, un seul ou plusieurs. Exercice 6, les expansions du nom. Et ensuite, exercice 10, l'énumération. Exercice 11, la continuité du texte. Et exercice 12, l'expression du lieu, les éléments qui concernent le lieu. Donc, voilà 12 exercices. Enfin, je ne sais pas si on les a mis, on a présenté les textes, les exercices eux-mêmes, je ne pense pas. Mais ces exercices, donc, sont à chaque fois, ces exercices, à chaque fois, donc, font l'objet d'une évaluation en type acquis, en cours d'acquisition ou non acquis. Je crois que c'est un petit peu ça qu'il faut voir, c'est pas dire vrai ou faux, juste ou erroné. Mais je pense qu'il y a l'idée qu'il y a pour chacun des élèves, il y a des éléments de compétences qui sont en cours d'acquisition ou qui ne le sont pas forcément. Donc, ce sont des évaluations qui portent sur vous le verrez dans le document général, non pas sur des phrases isolées, mais sur des textes.
sur des Je peux, paragraphes. C'est un petit peu ça qu'il convient de voir, hein. je peux faire un partage du document. Ah, ce serait bien, ce serait parfait. Ça va être un peu long. Par exemple, le test de cinquième. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Voilà, très bien. Donc, il y a un petit peu l'architecture de chacun de des exercices, vous voyez. Il est à la fois un texte, vous voyez, et non pas une phrase isolée, et non pas un mot isolé, des mots isolés, mais il y a un texte, si vous voulez, une consigne, un support de réponse en dessous, ici, là, vous voyez, et un support de réponse pour que l'élève puisse mettre quel est le sujet du verbe étudie, le sujet du groupe font leurs observations, etc. Et sur la colonne de droite, les bilans acquis en cours d'acquisition ou non acquis. Je pense que cette dimension-là est tout à fait importante. Et donc, vous voyez un petit peu dans la suite, par exemple, sur l'exercice sur la ponctuation, bon, qui est relativement aisé à conduire, mais quand même, il est bon de vérifier si les élèves sont capables de se servir de la ponctuation comme un outil de distribution de l'information pour le lecteur. Je crois que on considère la ponctuation souvent en français comme une sorte de complication inutile, mais c'est au contraire extrêmement important pour le lecteur parce que sans ponctuation, le texte serait illisible. Soyons cla- so- Donc oui, ça permet de vérifier comment les élèves vont voir un petit peu sur l'usage de l'information, de la ponctuation, pardon. Ensuite, les expansions du nom. On s'arrête là, voilà. Un autre exercice, c'est les expansions du nom dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, est-ce que les élèves soulignent dans le texte suivant les expansions des noms encadrés? Vous voyez un petit peu, alors est-ce que les élèves sont capables de voir simplement la qualification, un vent très violent, des arbres centenaires, mais le toit des maisons, le complément de nom, ou bien de nombreuses voitures qui stationnaient dans la rue. C'est-à-dire qu'il voit qu'à chaque fois, nous avons un élément de sens qui fait bloc, si vous voulez, même s'il est manifesté par juste un nom et un adjectif, au contraire, un nom, un adjectif et une proposition relative. Sur les inférences, un petit peu en dessous, exercice 7 par exemple, vous voyez, qu'est-ce qu'on demande aux élèves, voyez. Dans ce texte, de quel animal est-il question? Bon, on le voit très rapidement, mais l'auteur du texte, Ansel Pagnol, voyez, fait semblant de ne pas savoir de qui il est question. Ma vue sembla surexciter l'animal. Je m'arrêtai prudemment au bord du demi-cercle qu'avait tracé ses allées et venues. Du fond de la niche, il bondit, mais d'un élan si prodigieux que la boucle du collier céda. J'esquissai un bond en arrière trop tard. Les longues pattes agrippèrent mes épaules. Je vis briller quatre canines. De toutes mes forces, je repoussai le lourd poitrail, mais une langue douce me lécha furieusement le visage, tandis que la bête féroce poussait de longs gémissements. Et question, quel est le nom de l'animal? Évidemment, parce que là, c'est simplement, je ne sais pas quelles sont les réponses au total, les réponses justes des élèves, mais il est quand même intéressant de voir un petit peu la capacité des élèves à inférer d'éléments d'information de quoi il est question. Parce que tout n'est pas explicitement dit dans tous les textes. Bien, si on continue un petit peu, J'arrête ce partage. Je reviens sur alors parce qu'après on va passer au résultat. Je vais passer au résultat. Voilà. Alors, attends. Oui, on peut s'arrêter là, d'accord, hein. Alors, pour ce qui est des résultats, Alors, je vais repasser. c'est, voilà, Donc, on en était là. Pardon. encore. Normalement, il y avait les. Voilà, voilà, le Voilà. résultat ici, là. Alors je vais mettre en mode diaporama. On peut le Voilà. voir plus clairement. Là. Voilà. Donc, vous voyez les résultats en bleu, c'est tout ce qui est acquis, en rouge, non acquis, et en jaune, en cours d'acquisition. Vous voyez un petit peu la diversité des résultats.
Et ce qui va nous intéresser, ce qui va intéresser l'enseignant, le professeur un petit peu, c'est qu'à partir de ces résultats, il va pouvoir constituer ce que nous appelons, nous, des groupes de besoins. C'est-à-dire, on va, non pas des élèves faibles ou forts, ça n'a pas de sens, parce que un même élève peut être bon dans un domaine donné. J'imagine que un élève peut être très bon dans la continuité du texte et très mauvais sur la ponctuation. On ne sait jamais. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de pouvoir regrouper les élèves sur des domaines sur lesquels ils sont soit en difficulté, soit en difficulté partielle. Donc, et vous voyez que là où les difficultés sont les plus marquées, les éléments de reprise, par exemple, vous voyez, le troisième, les éléments de reprise sont source de difficultés pour les élèves, l'expansion du nom aussi. Sur les inférences, les taux de réussite ne sont pas très élevés, et la continuité de l'information de phrase en phrase, de même, ainsi que les éléments de reprise avec les pronoms personnels. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a une difficulté majeure pour ces élèves de cinquième, c'est que de phrase en phrase, ils ont souvent du mal à établir les éléments de continuité du sens dans la diversité des formes. Et je pense que donc le rôle du professeur, quand il va proposer à ses élèves des activités de remédiation, on y reviendra plus tard, le rôle du professeur sera effectivement, sur certains publics d'élèves, de les faire travailler sur cette particularité du texte et pas sur d'autres. Vous voyez un petit peu l'intérêt de la démarche. Bien, donc voilà un petit peu pour les éléments de classe de cinquième. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, je pense que c'est tout. Voilà. En revanche, sur les éléments acquis, on voit très bien que tout ce qui relève de la grammaire dans ses formes les plus classiques, des accords sujet-verbe ou comment dirais-je, masculin, singulier, singulier, pluriel, en gros, c'est à peu près maîtrisé. Cet aspect-là va bien. Donc, la dimension grammaticale stricte est bonne, mais en revanche, la dimension continuité de l'information dans le texte, ce que j'appelais tout à l'heure les grammaires textuelles, pose problème. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur la classe de cinquième. D'accord? Merci Gérard. Ah, voilà aussi Alors, les résultats, le- pardon, excusez-moi. le classement rural-urbain. Alors, on avait Voilà. essayé de répartir les élèves, enfin, on les a répartis en fonction des établissements évalués entre rural et urbain pour voir s'il y avait des différences significatives entre les deux. Bon, on ne peut pas dire que il y a des différences majeures, mais que c'est plus étalé peut-être en rural, si vous voulez, que les différences de compétences à l'intérieur d'une classe sont plus évaluées, plus dispersées, alors qu'ils sont plus homogènes dans l'intérieur des classes urbaines. Voilà un petit peu un bilan que l'on peut se faire. D'accord? Bien. Merci Gérard pour la présentation des résultats des élèves de cinquième. On continue? Vous avez des questions? N'hésitez pas. Donc, s'il n'y a pas de questions, je laisse la parole à Jean-Émile Gombert pour la présentation du test de quatrième et des résultats obtenus par les élèves. Ok. Pour les quatrièmes, donc si on peut avoir la liste de ce qui a été testé. Donc, les inférences, les éléments déplacés, l'énumération des éléments de contenu dans le texte, les temps du passé, les éléments de reprise, en continuant l'énonciation, donc la présence du sujet énonciateur, la comparaison, l'identification des éléments d'information contenus dans le texte, l'identification du titre du texte. En fait, il y a plusieurs textes, plusieurs titres. Il faut mettre en correspondance les textes et les titres correspondants, les expressions imagées dans le texte, la différenciation entre texte documentaire et texte de fiction et la présentation d'un problème.
Donc, le principe est le même qu'en cinquième, c'est systématiquement des textes de longueur différente et des questions qui sont posées sur chacun des textes. Donc, dans le document que vous avez reçu, vous avez l'ensemble des textes qui ont été utilisés. Alors, quand on regarde de près les résultats obtenus par les élèves, donc c'est les mêmes principes que tout à l'heure pour les cinquièmes, hein. Vous avez en rouge ce qui n'est pas acquis, en bleu ce qui est acquis, et en jaune ce qui est en cours d'acquisition. Bon, il est, donc, je dirais, si on regarde globalement le graphique, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de rouge. Et donc, il y a véritablement beaucoup de choses qui ne sont pas acquises. Bon, des exceptions quand même, hein. Euh, L'énumération, donc, quand il s'agit effectivement, c'est un problème de compréhension de texte et repérer les éléments d'énumération. Donc il y a deux tâches qui correspondent à ça. Donc là, les résultats sont plutôt bien, plutôt bons. Les performances aussi pour l'identification des éléments de reprise dans le texte, c'est quelque chose qui semble bien acquis. Euh, Ce qui correspond, alors là, il faut que j'arrive pas, oui, identification mettre en adéquation le titre avec le texte, c'est quelque chose qui fonctionne et l'information du lecteur, en fait, c'est une tâche où il faut trouver les informations qui caractérisent chacun des personnages dans un texte. Là, les résultats sont aussi, je dirais, pas catastrophiques. En revanche, vous voyez, les barres en rouge, hein, quand même, elles sont nombreuses, hein. Les inférences, les éléments déplacés. Là, il s'agit en fait de textes dans lesquels on n'a pas l'ordre de sujet, verbe, complément. Et donc, il faut repérer en quelque sorte les éléments dans le texte. La maîtrise des temps du passé, trouver le temps du passé adapté dans un texte au passé. Euh, la présence ou non du sujet énonciateur dans le texte, la compréhension d'un texte qui comprend dans lequel il y a des expressions imagées, la différenciation entre un texte documentaire et un texte de fiction, et la maîtrise de la présentation d'un problème dans un texte. Vous voyez, là, on a vraiment des résultats sur lesquels, bon, qui interrogent. Effectivement, ce sont des dimensions qui mériteraient qu'on y prête attention pour l'améliorer. Alors, toutefois, il y a, comme annoncé, on avait deux ou trois priorités pour les remédiations. Et là, il y a un choix qui a été fait sur les temps du passé. En fait, il s'agit de trouver des domaines qui sont chutés, mais dans lesquels il y a une priorité à ce niveau de classe, hein, donc la maîtrise du temps du passé. Il y a des résultats qui sont quand même très, très inquiétants. Alors, cela dit, sur 12 classes, je dirais, c'est très chuté sur 10 classes sur 12. Il y a deux classes dans lesquelles les résultats sont, je dirais, moins catastrophiques. Ce qui montre quand même
qu'il y a peut-être aussi une dimension pédagogique, hein. Il y a des classes où c'est réussi, des classes où c'est pas réussi, c'est qu'il y a sans doute à regarder de près la façon dont c'est enseigné. Le deuxième, euh, le deuxième domaine dans lequel il y aura des remédiations, il y a eu des recommandations ensuite, c'est la présence au monde du sujet énonciateur. Vous voyez bien, il y a également là un besoin d'essayer de renforcer un petit peu ce type de connaissances. Euh, si on regarde les différences entre les ruraux et les urbains. Alors, si on fait les moyennes, on dit, bon, c'est meilleur chez les urbains que chez les ruraux. Et d'ailleurs, c'est confirmé par les textes statistiques. On a toutefois, je dirais, une courbe qui est un petit peu de même type, hein, avec quand même chez les urbains ici moins de résultats très mauvais. Les histogrammes là sont un petit peu trompeurs, hein, parce que quand vous regarderez sur le document, il faut s'interroger aussi aux scores qui sont mis sous chacune des barres. Et les scores ne seront pas les mêmes pour les urbains et pour les ruraux, parce que c'est le traitement statistique qui a déterminé en quelque sorte les intervalles. Donc, on a l'impression que c'est un peu la même chose, mais si on regarde plus en détail en se référant au score indiqué sous les histogrammes, on s'aperçoit qu'effectivement, on a globalement des résultats meilleurs chez les urbains. Voilà rapidement la présentation pour les quatrièmes. J'enchaîne sur les Oui, troisièmes très bien. dans la foulée. Donc, pour les troisièmes, comme pour les quatrièmes, en fait, j'ai oublié de le dire pour les quatrièmes, les épreuves qui ont été élaborées n'ont pas, je dirais, exactement le même objectif que ceux de cinquième. En cinquième, ce qui a été évalué, c'était surtout la capacité à évoluer en quelque sorte dans le texte. Alors que en quatrième et en troisième, comme ça a été indiqué, je dirais, vers le début de l'exposé, dans le tableau là, dans lequel il y avait les trois niveaux de classe en parallèle, il s'agit d'évaluer la capacité de l'élève à appréhender l'organisation générale du texte et sa dimension énonciative. Donc, je dirais que ces textes, quand même, ont un niveau, en quelque sorte, d'exigence pour les élèves qui sont plus importants. Alors là, le test de troisième, les différents exercices, dans un texte, identifier quel est le sujet énonciateur. Exercice numéro 2, identifier les expressions marquant une énumération dans le texte. L'exercice numéro 3 sur l'ellipse, donc il s'agit de comprendre un texte en dépit de l'omission de certaines informations. Exercice numéro 4, identifier la référence d'un poème imagé. Exercice 5, la modélisation. Il s'agit de différencier les textes exprimant une certitude et ceux exprimant un doute. Exercice numéro 6, c'est la modélisation. Donc, différencier à partir des expressions du texte les degrés de certitude de l'information importée. Exercice numéro 7, les paraphrases. Donc, il s'agit d'identifier le texte se référant à un autre événement que les autres textes. Il y a trois textes, il y en a deux qui se réfèrent au même événement, un troisième
qui se réfère à un événement différent. Donc, à partir de la lecture de texte, il faut trouver en quelque sorte l'intrus, quel est le texte qui ne se réfère pas au même événement. Exercice numéro 8, dans un texte, identifier les passages qui s'adressent au lecteur, qui interpellent le lecteur. Exercice numéro 9 sur les paraphrases. Hein, donc, c'est un peu la même chose, mais je dirais de façon inversée par rapport à l'exercice numéro 9. Hein. Il y a 3 textes. Il y en a 2 sur les 3 qui se réfèrent au même événement et donc il faut les identifier. Exercice 10, différencier texte documentaire, texte de vulgarisation. Exercice numéro 11, identifier des textes qui correspondent à différents points de vue. Et exercice numéro 12, comprendre les inférences dans un texte. Alors, les résultats, donc présentés de la même façon, je, dirais une constatation globale. Hein. Tout à l'heure, on avait un histogramme qui était très saturé de rouge. Là, il est plus saturé de jaune. Jaune, c'est en cours d'acquisition. Donc, je dirais ça, ça donne un petit peu de baume au cœur. Hein. C'est pas les choses sont pas entièrement catastrophiques. Alors, il reste quand même des domaines dans lesquels il y a, je dirais, il y a encore du chemin à faire. Hein. Donc, la compréhension du texte imagé. Là, en fait, c'est l'orage qui est comparé en quelque sorte à un géant. Et donc, effectivement, c'est pas bien compris par les élèves. Et il y a des domaines dans lesquels gérer en cours d'acquisition et je dirais, le non acquis sont un peu à égalité, énumération, maîtrise de l'ellipse, la modélisation. Euh, Domaine assez chuté, identifier le texte qui correspond à différents points de vue. Vous voyez, il y a des domaines dans lesquels il y a encore une marge nécessaire d'enseignement et d'apprentissage. Alors, en revanche, il y a des domaines qui sont bien maîtrisés, donc la paraphrase est bien maîtrisée. Donc, il y a deux, il y a deux, alors, deux tâches qui renvoient à la paraphrase. Hein. C'est effectivement les deux épreuves. Hein. Un où il fallait trouver l'intrus, l'autre il fallait trouver les deux textes qui se référaient à la même chose. Et donc ça, c'est plutôt bien acquis. Donc, il y a des choix qui ont été faits également pour la remédiation. Et là, je dirais, contrairement à c'est ce qui a été décidé pour les quatrièmes, là, les deux domaines dans lesquels il y a une remédiation qui a été décidée ne sont pas forcément les plus chutés, hein, parce que c'est la présence du sujet énonciateur, vous voyez là, et les inférences. Là, dans les deux cas, les résultats montrent que pour la plupart des élèves, c'est en cours d'acquisition. La décision de porter la remédiation sur ces deux dimensions est plutôt liée à la correspondance entre ces domaines et et ce qui est requis à ce niveau scolaire. Et donc, si on regarde la différence ensuite entre les ruraux et les urbains, bon, globalement, comme en quatrième et comme en cinquième, les résultats sont meilleurs pour les urbains. Alors, cela dit,
Cela dit, si on regarde le détail, on voit que chez les élèves ruraux, il y a très peu de très mauvais scores, mais il y a aussi moins de bons scores. Ce qui veut dire que les élèves provenant des classes rurales sont plus ramassés sur des scores autour de scores moyens. Bon, moyens faibles parfois, mais c'est les extrêmes qui ont disparu. Alors que les élèves urbains, effectivement, globalement, ont des meilleurs résultats, mais ils ont aussi plus de très mauvais élèves et plus de bons élèves. Donc l'allure des distributions est différente. Voilà, donc on a pris quand même un peu d'avance sur le programme, donc du temps pour que vous nous posiez des questions à Gérard et à moi. Quelques questions sur cette partie liée aux évaluations et, réalisées ou sur d'autres aspects des interventions précédentes? Ou à moins que vous ne préfériez bloquer les questions en fin de présentation? C'est vrai que d'expérience, on sait que c'est difficile en cours de présentation d'insérer des questions, donc c'est bien quand on peut le faire. Mais bon, c'est vrai que ça assomme un peu d'amener beaucoup d'informations à la fois et donc ça prédispose pas à intervenir. Mais ce serait bien que vous le fassiez. On enchaîne? Qu'est-ce que vous souhaitez? On enchaîne donc? Il y a des ni oui ni non qui veulent dire oui. Bon, alors on va enchaîner. Oui, on peut enchaîner, on peut enchaîner. Oui, allez-y, allez, on enchaîne, d'accord. Oui, on enchaîne. Donc, je vais vous présenter la partie remédiation. Je vais plutôt prendre... Ah, je vais arrêter le partage. Je vais plutôt prendre ça. Donc, pour mener les remédiations en classe, nous avons constitué, comme je vous le disais tout à l'heure, des corpus de textes ciblés en fonction des deux compétences les plus qui nous ont, enfin, qui sont apparues comme prioritaires à renforcer pour chaque niveau de classe. Donc, il y a à peu près 9 textes par niveau de classe de proposés. Donc, les classes de sixième, le domaine de cinquième, pardon, le premier domaine de remédiation portait sur la continuité de l'information dans le texte. Et vous avez des textes proposés. Et le deuxième domaine de remédiation, la continuité de l'information dans le texte et les éléments de reprise, hein, permettant l'avancée de l'information, comme le soulignait Gérard tout à l'heure. Pour la classe de quatrième, nous avons donc l'étendue passé et
donc une collection de textes sur les temps du passé. Et deuxième domaine de remédiation, la présence du sujet énonciateur, qui revient aussi au niveau de la classe de quatrième. Alors, vous voyez par exemple dans cet exemple-ci, quand les enseignants ont été regroupés pour analyser ces corpus, ils n'avaient pas de consignes, hein. Il leur a été demandé de rédiger des consignes, ce qu'ils ont fait. Et voici par exemple des consignes qu'ils ont proposées correspondant au texte ciblé, hein, avec les réponses attendues par les élèves. Donc voilà pour on retrouve cela à chaque fois. Et donc, pour la classe de troisième, le domaine ciblé, c'était deux domaines. Donc, la présence du sujet énonciateur et, comme le disait tout à l'heure Jean-Émile, le deuxième domaine, ce sont les inférences. Donc là, j'ai fait un retour sur le document que vous avez eu lors de la diffusion de l'information. Je vais revenir maintenant au PowerPoint. Euh, voilà, donc c'est ça, on en était rendu là. Donc en fait, notre démarche était de fournir aux enseignants des ressources prêtes à être utilisées, donc centrées sur les habiletés linguistiques à renforcer. Euh, Et quand ils ont été regroupés, ils ont donc eu ces corpus de textes et ont cherché à élaborer les consignes. Donc, pour chaque point de langue, on a à peu près 9 textes courts. Et donc, la démarche proposée pour la remédiation, c'est que l'enseignant réexplique avec les élèves le domaine ciblé, le domaine linguistique ciblé. Et ensuite, les textes qui sont proposés à la remédiation comme support de remédiation permettent aux élèves de mener des activités explicites de repérage de ces éléments linguistiques et contribuent à développer leurs compétences sur cet aspect linguistique. Donc, ces séances permettent donc de développer leurs habiletés linguistiques euh, pour ensuite les réinvestir dans la compréhension de textes plus longs, lus ordinairement en classe. Donc, pour synthétiser, enfin, pour simplifier ce que je veux dire, c'est que les temps de remédiation se basent sur des textes courts, ciblant un domaine linguistique à renforcer, et les entraînements visent à permettre aux élèves de transférer ces habilités, une fois qu'elles ont été consolidées, dans la compréhension des textes lus ordinairement en classe. Donc, le travail des consignes, j'en ai déjà parlé, elles ont été rédigées par les enseignants lorsqu'ils ont été regroupés. On a trouvé que cette démarche était très formatrice en termes de formation continue pour les enseignants, que de rechercher une consigne précise en fonction d'un objectif linguistique visé. Alors, bien évidemment, les propositions qui sont fournies dans le document d'appui, le document général, peuvent être adaptées dans chacune des classes en fonction du métalangage utilisé dans chaque classe. Si à l'avenir, ces corpus de texte sont utilisés dans d'autres classes, il faudrait peut-être réadapter les consignes, mais il y a eu tout de même un travail préliminaire élaboré par les enseignants lors de ces regroupements. Et ensuite, lors de ces regroupements, les enseignants ont réfléchi aux modalités possibles pour la mise en place des remédiations. Alors, clairement, vu qu'il ne restait qu'un mois et demi sur l'année scolaire et beaucoup de classes ont choisi de travailler sur certains points de langue
en collectif, c'est-à-dire qu'ils ont distribué des textes de manière segmentée, hein, pas sous forme de fascicules de corpus, mais des textes isolés, et ont amené les élèves à travailler sur ces textes isolés pour cibler chacune des compétences linguistiques. Mais ils ont surtout choisi la modalité du travail collectif. Mais bien évidemment, on peut aussi envisager d'autres modalités de travail pour conduire ces remédiations en classe. On peut, comme le disait Gérard tout à l'heure, mettre en place des groupes de besoins, puisque tous les élèves n'ont pas les mêmes difficultés. Hein, pour travailler, pour cibler des difficultés particulières en fonction du profil des différents élèves et donc mettre en place un travail différencié. Ce travail différencié peut se réaliser lors de travaux de groupe avec des supports différents, des textes différents. Ça peut être aussi la mise en place de plans de travail permettant aux élèves de travailler en autonomie sur temps scolaire ou hors temps scolaire, en individuel ou en binôme. On peut aussi envisager des tutorats entre élèves, en formant des diades avec des élèves maîtrisant le domaine et d'autres un peu plus fragiles pour bénéficier d'interactions de tutorat. Tout en prévoyant des corrections individualisées avec l'enseignant. Dans ce type de dispositif, il est important d'avoir ces temps d'échange de proximité avec les enseignants pour échanger sur les productions, le travail des élèves. On peut aussi envisager des modalités différentes de fonctionner, par exemple, en groupe de soutien à effectifs réduits si l'organisation pédagogique, par exemple, de l'établissement le permet. Dans certains collèges, il est parfois possible, lors de la définition des emplois du temps, de prévoir des plages communes pour tous les enseignants en français, permettant parfois de fonctionner en groupe plus réduit auprès de certains élèves. Voilà, sur les modalités possibles. Et donc, l'idée a été donc de mettre en place ces temps de remédiation. Elles se sont mises en place en juin. Il n'a malheureusement pas été possible de réévaluer les élèves pour savoir quel était véritablement l'impact de ces temps de remédiation sur des textes ciblés. En fait, ce sont un peu des modalités d'entraînement sur des micro-habilités linguistiques. Et donc, les outils sont maintenant disponibles et pourraient être utilisés plutôt dans l'année pour être utilisés dans d'autres classes euh, ou, euh, ou dans les mêmes classes. En même temps, pour les inspecteurs qui étaient impliqués dans la recherche-action, compte tenu de la mobilité des enseignants, il n'était pas possible de poursuivre avec les mêmes classes pour cette présente année scolaire. Donc voilà, nous nous sommes arrêtés là dans ce travail autour des remédiations. Voilà, on a quelques photos pour conclure sur les temps, quelques temps de remédiation mis en place dans les classes de l'échantillon. Mais pour en savoir davantage sur les réalités de la mise en place de ces temps de remédiation avec ce dispositif dans les classes, je vais laisser la parole à Émile, Kodjo ou Louis, qui sont intervenus et qui ont suivi ces classes au Togo et au Bénin. Donc, il s'agit en fait, on a fait, nous, un exposé du point de vue des concepteurs, en quelque sorte, des évaluations et des remédiations. Il s'agit maintenant d'avoir, je dirais, un retour de ceux qui ont piloté véritablement le travail dans les classes et donc qui ont qui peuvent témoigner du déroulement et éventuellement des premiers effets produits par les remédiations.
Alors, je ne sais pas qui prend la parole en premier. Je ne veux pas vous imposer un ordre quelconque. Parmi nos trois inspecteurs, qui se lance? Au Bénin. Je vais commencer par dire que nos enseignants ont manifesté un grand intérêt depuis le début de l'expérience. Cela montre la volonté de chacun d'eux de sortir de la routine et de vivre quelque chose de nouveau. Ça, on l'a observé jusqu'à la fin. Ils ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'administration des textes à leurs élèves. Et ils le reconnaissent, ils sont conscients que l'expérience leur a permis d'avoir une gamme variée d'exercices qu'ils peuvent utiliser à volonté dans d'autres classes de leurs établissements s'ils le souhaitent. Donc, la seule note d'insatisfaction se situe au niveau de la remédiation. La période de pré-vacances dans laquelle est tombée la remédiation, dans laquelle la remédiation a été réalisée. Et dans cette période-là, les élèves ne sont plus suffisamment concentrés, ils n'ont pris l'esprit aux études et cela n'a pas permis d'obtenir de très bons résultats à ce niveau-là. Et à l'avenir, on va veiller à ce que cette période-là soit évitée dans ce genre d'activité. Voilà ce que je peux dire pour le moment. C'est le point que vous venez de souligner est important, hein. Ça veut dire que dans la séquence idéale, l'évaluation doit intervenir plus tôt dans l'année, le plus tôt possible dans l'année scolaire, pour que la remédiation, dans l'idéal, puisse intervenir au deuxième trimestre pour laisser en fait le temps, en quelque sorte, d'en voir les effets et éventuellement de continuer ce travail de remédiation si c'est nécessaire et sur les aspects sur lesquels ça s'appelle nécessaire. Donc, je dirais que cet élément de témoignage est tout à fait important et tout à fait essentiel. Euh, les les autres collègues inspecteurs peuvent Oui, peut-être allô? intervenir aussi, oui, monsieur Agboukla. Agougla Kodjoui. D'accord. Oui, oui, merci. Donc, mon collègue vient de le dire, hein, on l'avait même souligné, la période n'est pas propice. Cependant, bon, les enseignants ont fait ce qu'ils ont pu faire. Et le collègue a parlé de l'enthousiasme des enseignants et j'ai vu, constater aussi l'enthousiasme des apprenants parce que grâce au Ah, travail que nous avons fait, et les explications données par les enseignants que j'ai pu voir à l'œuvre, ces explications étaient tellement claires que les apprenants étaient très motivés, étaient très contents, étaient très motivés. Et j'ai fait face à une préoccupation là, nous allons en discuter, c'est par rapport au temps du passé. Les oui. temps du passé. Donc, on cite bon, l'imparfait autre, mais il faut avouer, il faut se dire qu'il y a d'autres temps, par exemple le présent, vous savez, c'est un temps élastique qui peut exprimer un futur proche, chauffeur, je descends au prochain arrêt, par exemple. Donc, la question s'était posée, c'est un apprenant qui a posé le problème, j'ai constaté que c'est en réalité un fils de professeur de français. On dit Béhanzin meurt en 1906 à Blida. Vous voyez, ça exprime le passé lointain. Bon, maintenant, il faudrait qu'on tienne compte de ça. On ne peut pas dire systématiquement que le présent soit un temps du passé, mais il peut exprimer un passé proche ou lointain. Même chose que les semi-auxiliaires, par exemple. Je viens de le rencontrer. C'est un fait passé, c'est un passé récent. Je sors de son bureau à l'instant. Je suis déjà sorti.
Voyez-vous? Donc, j'ai voulu que nous réfléchissions à ces choses. Euh, bon, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci bien. Oui. Merci beaucoup sur ce témoignage. C'est vrai que donc les épreuves sont construites un petit peu, je dirais, de façon standard. Et c'est bien que lors de la passation, on puisse s'apercevoir qu'il y a certaines réponses qui n'étaient pas attendues et peut-être que ça va se traduire par une évaluation non acquise, alors que de fait, euh, par rapport à la situation, par rapport au contenu, ça a du sens. C'est toute la souplesse que l'enseignant évaluateur doit avoir dans son intervention et aussi les pistes qu'il peut en tirer pour intervenir et pour repréciser les choses, différencier les choses dans son enseignement. Le troisième témoignage, si c'est possible. Donc, le troisième inspecteur, c'est Monsieur Dogbet. Monsieur Dogbé, voilà, qui est en train de mettre ses lunettes. Non, c'est pas le nom, pas lui. Non, 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 c'est en dessous. Monsieur Dogbé, vous êtes là. il a coupé. Le son est coupé, mais pas s'il est là ou pas. C'est lui qui a eu du mal à nous rejoindre au départ, non? Oui. Donc, il a peut-être Il était là tout à l'heure, mais bon, une urgence, toujours. des difficultés à. Bon, si Monsieur Dogbé n'intervient pas. Ah ben, apparemment, il s'est déconnecté tout de suite, non? Ah, Il vient de se déconnecter. Peut-être effectivement qu'il essaye de se reconnecter. Ça, c'est un classique, hein. Quand quelqu'un se déconnecte, généralement, c'est que il essaye d'intervenir, ça ne marche pas. Alors, il se reconnecte. Voilà, et Monsieur Docmé vient de se reconnecter. Je ne sais pas si maintenant il nous entend. alors. Non, peut-être que Monsieur Dogbé peut intervenir en cours, quel que soit en quelque sorte le contenu des interventions suivantes Oui. lorsqu'il le pourra, quoi. En Oui, fait, la partie suivante, c'est les questions-réponses. Donc, je pense que on peut oui. enclencher les questions-réponses dès maintenant, y compris poser des questions à nos collègues du terrain, hein, qui ont accompagné les enseignants. Moi, j'avais peut-être une question, Émile. C'est vrai que le temps de remédiation n'était pas suffisamment long et pas forcément le plus propice. Après, c'est vrai que comme ça se situait en fin d'année, compte tenu de la mobilité des enseignants, ça vous semblait difficile de reporter euh, ce travail qui avait été réalisé auprès de certains élèves à la rentrée, parce que ça n'était pas sûr de pouvoir faire vraiment le suivi de cohorte. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez repris un peu ce dispositif dans certaines de vos classes cette année, dans votre zone d'intervention? Pas vraiment, on n'a pas vraiment le pu parce que ce qui se passe, c'est que les élèves, il y en a qui vont être redoublants, d'autres passent en classe supérieure, l'enseignant également change de classe, il se retrouve dans des classes où il n'y a pas assez d'élèves de l'année passée, donc c'est vraiment difficile de le faire. Hmm. Merci. Complémentaire, est-ce que les outils d'évaluation, pas de remédiation, est-ce que les outils d'évaluation ont été à nouveau utilisés dans certaines classes ou est-ce qu'il y a le projet, l'intention de proposer à certains enseignants d'utiliser ces outils d'évaluation dans l'avenir? Cela n'a pas été fait encore, mais il est bien possible de rassembler encore ces enseignants et d'échanger avec eux sur l'éventualité ou la possibilité
réutiliser les mêmes outils pour évaluer d'autres élèves dans d'autres classes et administrer les mêmes exercices de remédiation. C'est bien possible et ça, on gagnerait beaucoup à le faire. Ce n'est pas que les documents produits sont déjà périmés et puis c'est utilisé une fois et c'est périmé. On peut continuer à les exploiter. Merci beaucoup. Nous jetons en griffe ces documents, mais nous n'avons rien fait grave. On a utilisé ça une fois et si nous considérons que c'est terminé, ce n'est pas bien. Comme le collègue a dit, on peut les utiliser à d'autres fins. Donc, d'autres enseignants peuvent ou même devraient l'utiliser. Sinon, ce ne serait pas bien. On ne va pas faire tout ce travail-là juste pour quelques apprenants. C'est vrai que c'est qu'on appelle un essai qui doit servir à d'autres. Et c'est justement dans ce cadre-là que nous pourrions, n'est-ce pas, utiliser, demander à d'autres enseignants, je ne sais pas, hein, d'utiliser encore ces documents pour que nous puissions vraiment les finaliser. Voilà. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allô? Oui, allez-y. Allô? Oui, 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 Vous me recevez? oui. oui. Ah, merci. C'est Cissé Abdou Razak, le directeur de l'enseignement secondaire général au Togo. Enchantée. Oui, oui. D'abord, je voudrais dire un sincère merci pour les présentations, notamment celle de Jean-Émile, de Madame Muriel, et le soutien, ce qui a été soutenu par les inspecteurs au Bénin. Je sais que la remédiation, l'étape de remédiation a connu quelques difficultés, mais nous aurions bien voulu comprendre ou bien avoir une idée du mécanisme qui a été mis en place pour apprécier ou bien évaluer le fait de remédiation. Merci. Qui répond? Bonjour. Gérard? Oui, on va peut-être lister un certain nombre de questions du coup, hein? Je peux prendre la parole? Oui, allez-y. Oui, bonjour à tous. J'ai deux petites questions. La première concerne le choix des salles de classe. Pourquoi la classe de sixième a été écartée de l'étude? Est-ce que il y a une raison ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'on peut pas, on pouvait pas étudier l'ensemble des classes du collège? Et la deuxième question concerne la remédiation. On a vu que dans les résultats, que ce soit en cinquième ou en quatrième ou en troisième, il y a des items qui ne sont pas du tout acquis. Alors, en termes de remédiation, je me pose la question, est-ce que la remédiation concernerait seulement les élèves? Est-ce qu'on n'a pas pensé que peut-être que les enseignants n'ont pas été suffisamment outillés en termes didactiques pour aborder ces problèmes en classe? Là, peut-être que la question s'adresse plutôt aux inspecteurs qui étaient là, qui étaient sur le terrain. Voilà, une dernière question. Est-ce que l'équipe GT5, est-ce que vous envisagez de faire ces études dans d'autres pays? Merci. Peut-être qu'on va répondre déjà, on va peut-être fonctionner par comme ça, série de deux questions pour distribuer la parole pour les réponses. Pour répondre à Monsieur Cissé, peut-être Gérard? Oui, enfin, si la classe de sixième ne figure pas, c'est que... Pardon, Pour Monsieur Cissé, c'était c'est les quoi? mécanismes d'évaluation.
de la remédiation? Bah, les mécanismes d'évaluation, bon, De la remédiation, liées au dysfonctionnement, lié à la remédiation, euh, voilà, j'ai cru comprendre que c'était cette question-là. oui. Bah, écoutez, la remédiation, nous avons tenté de faire des propositions dans le sens d'une intervention ponctuelle sur des difficultés ponctuelles. Vous voyez, je veux dire, trop souvent, les professeurs ont parfois tendance à dire cet élève est faible en français ou il est bon en français. Or, ces différents tests que nous avons mis en place montrent que être fort ou faible, ça n'a pas tellement de sens. Il y a des élèves qui sont à l'aise dans certaines compétences du français et moins bons dans d'autres compétences. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la compétence en français, c'est un rassemblement de compétences particulières et qui sont différemment distribuées selon les élèves. Donc, vous voyez, l'idée, c'est ça un petit peu, c'est-à-dire que il faut envisager que tel élève qui est très bon dans telle compétence du français ne le sera pas du tout dans une autre et que son camarade pourra être à l'inverse. Donc, je pense que ce que nous avons voulu faire, montrer avec ce travail de remédiation, c'est de montrer qu'on peut avoir des interventions adaptées au cas de chacun à la difficulté propre à chaque type d'élève. C'est ça un petit peu qui nous intéresse, si vous voulez, pour sortir de l'idée, il y a des élèves faibles et des élèves forts. Donc les élèves faibles, on les met dans un groupe de niveau, les élèves faibles, et puis c'est tout. Donc je pense qu'au contraire, nous voulons faire prévaloir l'idée qu'il y a des rémédiations pour un temps limité. Ça aussi, c'est important, pour un temps limité, pour certains types d'élèves, et après, ils passeront à d'autres choses. C'est cette idée que nous voulons faire prévaloir. Euh, Très bien. Pour répondre à la question de Abdoulhamid, peut-être Jean-Émile sur pourquoi pas la sixième dans le protocole? Je pense que, bon, effectivement, il y a des contraintes de faisabilité. Il y a aussi le fait que en sixième, vraisemblablement, Gérard confirmera éventuellement, les caractéristiques des évaluations nécessaires sont peut-être un peu différentes, puisqu'effectivement, on est dans la foulée en quelque sorte de la sixième. Et il s'agit d'abord de savoir si les connaissances et les compétences de base sont bien acquises et consolidées. Alors, c'est quelque chose d'important à faire, mais qui n'est pas exactement dans l'esprit des épreuves qui ont été là présentées. Donc, alors, se dit, l'évaluation sixième est quelque chose d'extrêmement important, qui reste très important. Et c'est quelque chose qui, contrairement au niveau suivant, est quelque chose en quelque sorte qui existe déjà dans les cartons, parce que effectivement des évaluations entrée du collège, ça existe, c'est quelque chose qui est fait assez couramment dans différentes contrées, et donc il y a moins de caractère de nouveauté. Et j'insiste sur le fait que sans doute que le type d'évaluation en sixième à faire, surtout si on est vers les débuts de l'année scolaire, sont sans doute très différents des évaluations qu'on fait dans les classes suivantes. Et là, Peut-être pour je préfère laisser la parole à Muriel et à Gérard, qui sont plus compétents que moi sur ces niveaux. Peut-être pour compléter ton propos, Jean-Émile, rappeler qu'on a proposé, Abdoulhamid le sait bien, dans les formations organisées précédemment avec Apprendre, sur l'apprentissage continué de la lecture-écriture, une évaluation pour la sixième. Hein, que vous avez d'ailleurs réalisé dans vos pays, hein, pour certains d'entre vous, hein, évaluation sixième, avec ensuite des remédiations proposées dans le domaine de l'identification des mots, de l'affluence ou de la compréhension. Voilà, donc en fait, c'est pour cela que dans ce chantier,
il nous semblait important de réfléchir sur des évaluations, remédiations pour les autres niveaux de scolarité du collège et on a donc démarré à partir de la cinquième. C'est dans ce sens-là. C'était un peu complémentaire à ce qui avait été proposé dans le premier document que nous avions élaboré ensemble d'ailleurs, hein. Voilà. Alors après, cette étude sera reconduite dans d'autres pays? Bien écoutez, ça, on n'en sait rien. Le document, il est à disposition, hein, et bien sûr, tout le monde est invité à le reconduire. Je vois d'autres mains levées. Donc, je laisse la parole pour parler peut-être répondre aux interrogations de Monsieur Hourault sur la classe de sixième, Gérard? Oui, la classe des sixièmes, donc, comme il a été dit tout à l'heure, des outils d'évaluation existent déjà pour l'évaluation en classe de sixième. Et donc, voilà pourquoi nous n'avons pas voulu reprendre, dans l'immédiat du moins, une évaluation de cette nature en classe de sixième. Mais effectivement, dans la logique qui est la nôtre, on pourrait, on devrait effectivement s'engager dans une approche qui est un petit peu celle qui prévaut pour de la cinquième à la classe de troisième, puisque la sixième fait partie des éléments de classe du secondaire. Voilà un petit peu la remarque que je voulais faire à ce sujet. Euh, sur la question de l'inférence aussi. L'inférence s'oppose à l'explicitation. Il y a des textes où tout est explicité, c'est-à-dire on ne demande rien au lecteur, si ce n'est que d'enregistrer toutes les informations. Alors qu'il y a d'autre part des textes où, au contraire, on demande au lecteur d'inférer de ce qui est proposé une série d'autres informations. Donc, effectivement, est-ce que la classe de sixième, il faut déjà travailler sur l'inférence ou peut-être se dire que d'abord vérifions que nos élèves en classe de sixième soient capables de, de- d'entreprendre un inventaire assez exhaustif de tous les éléments explicités présents dans le texte. Je pense que peut-être on pourrait s'en tenir à ça pour la classe de sixième et commencer à travailler sur l'inférence à partir de la fin de la classe de cinquième et surtout quatrième et troisième. Voilà la réflexion que je voulais, que je voulais faire. Je voulais juste faire remarquer pour les inférences quand même que si on regarde les résultats, on s'aperçoit qu'en quatrième, effectivement, les résultats sont très bas, mais qu'en troisième, les résultats sont quand même nettement supérieurs, même si on a choisi ce domaine parmi ceux qu'il faut continuer à travailler. Mais il y a quand même je dirais, un saut de performance entre les quatrièmes et les troisièmes. C'est possible, Voilà. tout à fait. Oui. Tout à fait. Après, quand on regarde les résultats numériques, hein, standardisés, on s'aperçoit quand même que c'est une compétence chutée, hein. Ouais, ouais. Bon. D'autres questions? Alors, je regarde les mains. Allô? Oui, oui, allez-y. Oui. Je voudrais demander la suite, ou bien s'il y a une suite. Voilà. Gérard? C'est plutôt à Muriel de répondre. Enfin, je pense que c'est un travail qui a été fait par le GTE 5 qui va clore maintenant ses activités, n'est-ce pas? Oui. En fait, là, nous sommes à la fin de Apprendre 2. Hein, et donc, voilà, donc là, ça clôt une activité qui a été menée sur Apprendre 2. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans Apprendre 3, mais le GTE 5, dans sa constitution actuelle, va certainement évoluer. Donc, à notre niveau, on n'en sait pas plus maintenant.
Et ça répond aussi à une question qui avait été posée par Abdoulhamid, hein. Donc voilà, sur la poursuite ou l'extension sur d'autres pays, il faudra voir ce qu'il en est dans l'organisation d'Apprendre 3, hein, si le type de demande pays peut être entendu. Hein, donc, à voir avec la coordination du programme Apprendre, je pense, sur ces points-là. Je ne sais pas si Margarita est toujours présente. Allô? Oui? Toutes mes excuses, hein, mais, je pensais que c'est moi qui avais la parole. Oui. Peut-être laisser la parole à Margarita pour la suite de ce type de programme. Oui, merci, Muriel, et aux questions posées. Alors, il y a deux choses que je voulais préciser parce que la question qui est posée est intéressante, mais c'est la coordination d'apprendre vous la pose également. C'est-à-dire que euh, lorsque les GTE produisent des ressources, donc ils se basent justement sur l'expérience de quelques pays, et ça a été présenté ici. Et ensuite, on en fait une ressource ce qu'on appelle des ressources transversales pour que les pays puissent justement, si la thématique le concerne, si la problématique et le besoin est ressenti au niveau de leur pays, ils puissent justement mobiliser ces ressources qui ont été produites et que vous puissiez les adapter en totale autonomie à votre contexte. Donc, la première question, la première réponse, c'est ça, vous inviter à la réflexion de comment vous pensez justement, quelle utilisation vous pensez donner à cette ressource, puisque justement, de notre côté, l'objectif, c'est de inspirer à d'autres pays à la mettre en place, à l'utiliser, à l'exploiter au maximum. Et pour répondre par rapport à Apprendre 3, donc nous continuons dans cette dynamique de production des ressources transversales en nous basant sur des expériences concrètes dans des pays. Donc ça peut se faire par rapport aux besoins que nous ressentons qui viennent de ce qu'on appelle les points focaux que vous connaissez, il y a certains d'entre vous ici. Mais ça peut être aussi, donc on peut recevoir de nouvelles demandes, voir justement si ça répond à un besoin général et qui pourrait constituer un chantier pour Apprendre 3. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, numéro un, à penser à justement à comment vous pouvez vous organiser au sein de votre ministère, votre service, pour exploiter cette ressource au niveau de votre pays. Si si des nouveaux besoins surgissent, n'hésitez pas à nous écrire, à faire une demande et on verra en quelle mesure on pourra y répondre favorablement ou pas, mais dans tous les cas, vous recevrez une réponse de notre part. Merci beaucoup. Merci. Merci, Margarita. Allô? Allô, Muriel? Oui? Une question. Est-ce qu'il y a une passerelle entre les GTE ou bien une cloison? Je pose la, Parce que, je pose la question parce que si le GTE 5 pouvait, c'est le 5 maintenant, ou bien, oui, pouvait, comment on appelle, faire un point et émettre je ne sais pas si c'est des doléances ou vous pouvez appeler ça comme vous le voulez. Le GTE qui viendra pourrait prendre en compte maintenant si il y a une cloison, alors là, il n'y a rien à faire. Merci. oui. Oui, je vais permettre de répondre. Non, il n'y a pas de cloison. Donc les GTE produisent dans le cadre d'apprendre, donc apprendre continu. Et l'idée, justement, c'est que tout puisse être capitalisé et pas se dire que parce que les personnes ne sont plus disponibles, ça s'arrête là. Donc c'est pour ça, c'est le rôle de la coordination d'assurer cette capitalisation pour la suite. Voilà. Et puis, pour compléter, on est toujours disponible pour faciliter les transitions, les liaisons, les tuilages, hein, pour que les documents puissent être utilisés par la suite. Avez-vous d'autres questions? Parce que nous avons couvert. D'accord. Au revoir, Abdelhamid. Nous avons couvert en fait ce que l'on avait prévu.
Et bien sûr, on est disponible pour répondre à toutes vos questions. Eh bien, Gérard, je te laisse la parole pour le mot de clôture. Donc, merci pour le mot de clôture. Euh, D'abord, je voudrais remercier les collègues inspecteurs qui se sont engagés dans cette entreprise complexe, lourde, avec leurs professeurs, et aussi remercier et féliciter les professeurs qui se sont engagés dans cette entreprise, qui n'était pas au départ une entreprise facile d'accès. Hein, je pense que c'est ça, c'est la question de. C'est pas une évaluation classique, si je puis dire, mais au contraire, ça demandait de penser différemment les apprentissages. Et je crois qu'il faut les remercier tous de s'être engagés là-dessus, avec un calendrier terriblement serré. Il faut dire quand même que là, ça a été un exploit général que d'arriver à caser toutes ces activités dans l'année scolaire précédente. Je crois que là aussi, ça fait partie de ces contraintes. Je sais que dans les pays africains, le temps passe vite, qu'on a beaucoup de choses à faire extraordinairement variées, et que quand on veut s'engager sur une entreprise de cette nature, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Et là, ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais tout le monde y est parvenu. Et je crois qu'il faut là encore féliciter toutes les personnes qui se sont engagées. Sur l'outil lui-même, c'est un prototype. Ce n'est pas, à ma connaissance, il n'existe pas sur le marché, si je puis m'exprimer ainsi, il n'existe pas d'outil de cette nature. Donc c'est un prototype, et un prototype par nature a besoin d'être ajusté, d'être revu sur un certain nombre de ces points par rapport aux contraintes mêmes, aux contraintes mêmes d'exercice des gens dans leur pays, dans leur classe. Hein. Donc c'est un outil original qui certainement dérange un petit peu au début, parce que vous avez pu le voir, les formes d'évaluation que l'on essaie de mettre en œuvre ne sont pas des formes d'évaluation classiques qui porteraient sur le repérage de mots, de mots et de sons, choses comme ça qui sont utiles, hein. La question n'est pas là, mais qui sont véritablement autre chose. On voulait véritablement travailler sur le texte et non pas sur la phrase, sur le texte, non pas sur les mots. Ça, c'est extrêmement important. Mais non seulement sur le texte, mais aussi, si je puis m'exprimer ainsi, sur le discours, au sens où il s'agit euh, de travailler sur la façon dont un auteur engage un processus d'écriture pour toucher des lecteurs. Et donc, il y a là un processus particulièrement complexe, appelons ça le discours, si vous voulez. Et ce discours-là porte en lui-même un certain nombre de dimensions, et dans certains cas, nous avons tenté de faire apparaître ces dimensions et de demander leur évaluation possible par les, par les élèves. Euh, Nous avons vu qu'un travail de cette nature est toujours possible, que je pense qu'il convient de le poursuivre, de l'approfondir et de le préciser. Il n'est pas question dans les repères proposés ici de dire qu'on a tout couvert, loin de là. Mais en gros, ça donne des orientations, et il est bon que l'on puisse ensuite les reprendre, euh, que cela devrait nous aider, notamment chez les professeurs. Les professeurs du secondaire, généralement, pas toujours, mais viennent de l'université et ont du texte une vision assez particulière, qui est d'abord très littéraire. D'abord, c'est très littéraire. Bon, les auteurs africains de telle époque, etc. Sur les genres, sur les thèmes, si vous voulez, mais c'est une formation qui est souvent très globalisante, exactement comme en France. Hein, c'est pareil. Hein, c'est très, très global, et on ne voit pas très bien quels sont les points d'ancrage précis en lecture sur lesquels on pourrait s'appuyer. Or, justement, ce qui est bon là, c'est d'amener des professeurs du secondaire à avoir une vision de leur texte un peu différente. C'est-à-dire qu'ils soient plus attentifs à l'organisation, je ne dis pas la textualité, ça serait un peu prétentieux, mais un petit peu l'organisation interne des textes, dans l'alignement des phrases, dans la construction interne des phrases, dans l'ajustement des phrases en paragraphes, etc. Il y a là une construction qui me paraît utile de retravailler, parce qu'ils auront une vision plus précise
des textes qu'ils proposent aux élèves et ils pourront les aider à mieux aller vers une compréhension des textes. Donc je reconnais que pour l'enseignement secondaire, c'était un petit peu nouveau, mais on l'a fait exprès. L'idée, c'était de susciter une prise de conscience, si vous voulez, dans l'enseignement secondaire sur un outillage qui ne serait pas la simple transposition de celui qui prévalait pour l'enseignement primaire. En même temps, ce que j'ai dit tout à l'heure à un de nos collègues, l'idée est par cette évaluation-là, par les rémédiations, c'est de faire comprendre que l'idée on est fort ou faible en français, ça n'existe pas. Je n'ai cessé de le dire à tous les professeurs que j'ai rencontrés dans mon existence d'inspecteur, y compris en France. Des professeurs me disaient, cet élève-là, il est faible en français, ça ne veut rien dire. Il est faible en orthographe, c'est possible. Mais il peut avoir un sens de la compréhension très aigu, ou réciproquement. Donc je veux dire que être fort ou faible en français, ça n'a pas de sens. Le français implique une compétence, c'est un rassemblement de compétences dans des domaines très variés, de l'oral à l'écrit, dans les différentes formes de l'écrit et dans la dimension culturelle aussi. Cet aspect-là est extrêmement important. Et donc, je pense que à partir du moment où l'on va mettre en place des tests qui, comme ici, mettent en évidence cette différenciation des compétences avec la possibilité d'aller vers des rémédiations ajustées au profil de chaque élève, d'une part, ça évitera d'enfermer les élèves dans l'idée je suis faible, où je suis fort. Ça n'a aucun sens. Au contraire, ce sera l'idée que je ne suis pas très bon dans ce domaine, mais on va m'améliorer dans ce domaine-là, alors que dans d'autres domaines, je suis meilleur. Donc, vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là qu'il faut faire prévaloir. Et donc, il ne me reste plus à partir de là qu'à vous encourager à aller plus loin, à approfondir votre champ d'intervention. Euh, je sais que les inspecteurs qui sont très sollicités par mille et une choses que leur administration leur demande, s'ils n'avaient qu'à inspecter, s'occuper de pédagogie, la vie d'un inspecteur en Afrique serait belle. Or, on leur demande mille autres choses. Mais en même temps, quand même, demander aux inspecteurs s'ils peuvent s'engager là-dessus et faire prévaloir les inspecteurs de français, que cette dimension de leur métier est fondamentale. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, ce que vous avez fait. Je suis en ce qui me concerne tout à fait satisfait de ce qui a pu être fait et vous remercier tous de cet engagement partagé. À bientôt.